février 2023. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. L'actualité de ce jour reste dominée par notamment les propos de Madame Olive Lembe Kabila qui a déclaré, je cite, « Je mets quiconque au défi de me prouver que depuis 2020, Joseph Kabila touche 680 000 $. Depuis quand ce salaire a été signé? Produisez-moi un document qui atteste ce salaire. » Ceux qui ont travaillé pour séparer mon époux Joseph Kabila du président Tshisekedi avaient un agenda caché quant à la RDC. Malheureusement, le chef de l'État a mordu à l'hameçon. Le bilan du président Tshisekedi est un échec patent. Ce sont les propos de Madame Olive Lembe Kabila. Béni 18 blessés, tel est le bilan provisoire de l'explosion d'une bombe artisanale au marché de ma campagne. Il est impératif de doter des écoles, des marchés, des églises, bars, des des détenteurs de métaux. Ça, ce sont les déclarations de la société civile locale. Ituri, au moins 200 civils ont été tués et 52 000 autres ont été déplacés depuis décembre 2022, rapporte OCHA RDC. Lancement des opérations d'enrôlement dans la zone opérationnelle 2 à Kananga par Denis Kadima. Voilà, dans cette zone, il y a plusieurs provinces qui sont répertoriées. L'enrôlement prendra fin officiellement le 25 février dans cette zone. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Je suis ici avec quatre invités, indépendants tout comme politiques. Je suis à ma gauche avec Papi Dionso. Vous êtes à l'Union Sacrée, cadre à Aldec de Madame Adèle Kanida. Bonjour Papi Dionso, merci de votre présence ici parmi nous. Bonjour Monsieur Dan, bonjour à tous mes co-débatteurs, bonjour à toute la population congolaise. Meilleurs vœux parce que vous savez, le mois de janvier a été toujours consacré à la nouvelle année. Je salue très respectueusement le président de la République, Félix Tshisekedi, et aussi notre autorité morale, Excellence la princesse Adèle Kainda Maïna, et tout son bureau qui l'entoure. Je salue tous les Essédois et toutes les Essédoises. Je salue toute ma famille politique et tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Merci beaucoup pour l'invitation parce que souvent quand nous appelez, nous sommes toujours disponibles pour décrypter l'actualité politique. J'aime bien votre nœud de papillon. Merci beaucoup Papi Dionso. Bonjour Félix Kaébé. Il est toujours aussi présent ici quand on l'invite. Il est communicateur de l'UDPS, le parti présidentiel. Bonjour Félix, merci de votre présence parmi nous. Merci beaucoup, cher Dan. Bonjour, je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je crois que nous allons faire un débat intelligent, surtout pour que nous puissions faire comprendre aux uns aux autres que bien que nous pouvons être dans des familles différentes politiques, mais nous restons congolais. C'est le plus important. Félix Kaembe, cadre de l'UDPS, c'est aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Donc, une structure qui est affiliée à la Ligue des jeunes de l'UDPS selon notre statut. Et le plus important aujourd'hui, nous sommes au moins dans 5 provinces où on a déjà installé les cordons provinciaux. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais me déplacer pour Kisangani, Buta, Isiro. Et cela va nous aider à ce que nous puissions encore redynamiser notre structure. Mais nous restons cadre de l'UDPS. Vous restez cadre de l'UDPS. Merci beaucoup Félix Kaembe pour ces propos. Vous avez dit, malgré la différence de tendance, mais nous devons promouvoir les valeurs. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Monsieur Henri Timbalanga, lui, il est aussi un permanent parmi nous. Monsieur Henri, merci vraiment pour notre accompagnement à Grande Tribune. Je vous en prie, Dan. On est là. Je salue tout le monde. Je salue Félix, avec qui on a eu un temps assez long, on n'a plus partagé ce plateau. Je salue Maître Diosso et tout le monde. Je pense que c'est toujours un moment aussi patriotique que ça, de partager ensemble et surtout, comme Félix l'a dit, quelles que soient les tendances, mais la promotion des valeurs citoyennes ferait quelque part partie de la grande construction de la conscience collective, hein, ce qui pourra nous amener à évoluer ensemble ou à soutenir l'existentialité de notre société congolaise.
Merci à tout le monde et surtout ceux qui suivent régulièrement la grande tribune. Merci beaucoup, Monsieur Henri Orman Bola. Monsieur Orman Bola, bonjour aussi à vous. Merci, vous êtes aussi une personne vous nous accompagnez souvent aussi dans la grande tribune. Orman Bola, merci beaucoup de votre présence parmi nous. Non, je vous en prie, Dan. Bonjour à vous, bonjour également à tous les invités. C'est un réel plaisir de partager ces plateaux avec eux, mais également d'être de nouveau invité par cette émission. Vous, le présentateur phare d'ailleurs, et salutations spéciales à tous nos téléspectateurs. Voilà, salutations spéciales à tous nos téléspectateurs. C'est parti donc pour la grande tribune de ce jeudi. 2 sujets à l'ordre du jour. Premièrement, je m'en vais lire rapidement. Sujet résolution de Luanda. Pourquoi l'application pose problème? Félix Tshisekedi fait-il mieux que ses prédécesseurs? Là, on fait allusion à tous les présidents qui sont passés avant lui. Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, Mobutu et Kasavubu. Est-ce qu'il est en train de se démarquer? Voilà, les 2 sujets du jour. Avant de prendre un sujet, est-ce que, Orman Bola, est-ce que vous avez un biscuit ou, je veux dire, un commentaire à faire sur les questions d'actualité? Bon, sur les questions d'actualité, je vais relever juste un petit point concernant Madame Olive Lembe. Bon, elle a fait son analyse, mais moi je me pose au moins une question. Est-ce qu'elle est devenue de plus en plus politique ou elle est restée comme une ancienne première dame de notre pays? Moi, j'encourage toutes les actions qu'elle mène, dans les sens, non, des actions philanthropiques, je peux dire. Okay. Là, vraiment, je salue tout ce qu'elle fait. Mais je vais lui prodiguer un conseil de prendre beaucoup plus de distance dans des matières politiques. Parce que là, on se rend compte, c'est comme si elle était peut-être candidate aux élections prochaines, je ne sais pas, aux élections présidentielles ou législatives. Mais parce que quand elle tire à boulet rouge sur le pouvoir, sur les acteurs politiques, elle donne l'impression vraiment d'entrer au fond vraiment de la politique. Et pourtant, nous ne la connaissons pas comme une figure politique dans notre pays. Voilà, moi ça me surprend un peu des positions qu'elle prend. Peut-être elle est en train de nous annoncer tout simplement qu'elle sera candidate aux élections futures. Voyons voir. Merci Orban. Monsieur Henri, est-ce que vous avez aussi une question à commenter ou un biscuit par exemple? Bon, je pense que comme vous l'avez annoncé là, cette information-là où la sortie médiatique d'Olive Lembe qui de surcroît s'inscrit dans l'ordre d'une réponse au passage du ministre des Finances au micro de Christian Lussakweno. Je crois que c'est de là que le ministre avait parlé de ce salaire-là de 680 000 et qu'il démontrait qu'il y a maintenant réduction. Et je pense que ce serait peut-être une réponse, pas peut-être, mais je pense bien, c'est une réponse d'Olive Lembe à cela. Bon, je pense qu'elle s'est sentie peut-être mieux placée pour répondre en lieu et place de son mari, ou donner selon elle ce qu'elle appelle éclaircissement. Mais je pense que là où elle a un peu tort, c'est quand elle déclare que le bilan du régime actuel est un échec patent. Elle n'est pas du tout mieux placée pour tracer ce tableau-là, pas tant par rapport à la gouvernance de son mari ou par rapport à quoi. Donc je pense que il est aussi vrai qu'elle devrait, comme Bobby Ladawa avait semblé aussi donner des conseils à l'actuelle première dame quand elle était partie au Maroc. Voilà, qu'à certains moments, il faut prendre souvent du recul en tant que première dame dans des situations politiques aussi graves que celle-là. Okay. Je pense que sinon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Papi Jonso, est-ce que vous avez aussi une question d'actualité à commenter ou un biscuit à faire? Je vais toujours aborder dans le même sens que mes prédécesseurs. Vous savez, en dehors des caméras, nous avons parlé de valeurs. Notre pays souffre de valeurs et des modèles. Il y a certaines personnalités politiques qui, pour accéder au pouvoir, ont beaucoup souffert. Et lorsque vous posez la question à la population congolaise, on va vous dire ça c'est un modèle et c'est une valeur pour la RDC.
Et je crois que le propos qu'a tenu l'ancienne première dame, je suis en train de voir ça dans un autre sens théâtral. Je pense que le monde culturel congolais doit recevoir une nouvelle actrice. C'est fort. Non, c'est pas fort. La liberté d'expression est permise, c'est constitutionnel. Exactement. Et c'est que moi, je suis en train de dire que je m'exprime aussi. Parce qu'elle s'est exprimée, moi aussi, je dois m'exprimer. Je suis en train de dire, le monde culturel congolais a reçu une nouvelle actrice. Je suis en train de voir le FCC qui a perdu les pédales et qui utilise que Madame Olive Lembe. Elle saute sur les opportunités pour donner un message. La première fois, je l'ai vu lors de l'inauguration de son histoire, je ne sais pas, Malaria Plus, où elle a pavané, elle a parloté, elle a dit de n'importe quoi. Et la deuxième occasion, c'est le 16, la mort de Musée, où elle est en train de pleurnicher et acquiser les pays chez Musée, voilà, ainsi de suite. Mais lorsque Olive Lembe Kabila parle du bilan négatif de Félix Tshisekedi, je peux prendre quelques exemples. Olive et son époux ont dirigé ces pays pendant 18 ans. Le veuve des militaires était délaissé, les camps Tchatchi délaissés. Et aujourd'hui, lorsque Félix est arrivé au pouvoir, il a construit un hôpital moderne pour ces militaires-là. Ça, c'est de un. De deux, les enfants étaient dans la rue, ne sachant pas retrouver les chemins de l'école. Mais lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a fait la gratuité de l'enseignement, son cheval de bataille. Olive Lembe, pendant 18 ans, ils n'ont pas fait cela. L'hôpital général de Mama Yembo, qui a souffert, il n'y avait que des souris et des chats qui étaient en train de circuler. Il n'y avait même pas la peinture sur les murs. Pendant 18 ans, les gens mouraient jour et nuit. Olive Lembe et son mari au pouvoir. Il faudrait que Félix Tshisekedi vienne au pouvoir pour construire un hôpital moderne. Amenez votre caméra, vous allez voir. Le pouls de Olive Lembe, en 2018, lors de la campagne électorale, j'étais par là, il a promis à la population congolaise qu'il va construire une université moderne dans chaque province. À l'époque, nous avions 10, plus la ville de Kinshasa. Aucune n'a été construite. Son époux a promis à la population du Grand Kasaï que le barrage Chit Katende sera inauguré dans 36 mois. Pendant 18 ans, ils n'ont rien fait. Et Olive Lembe a le courage de dire que le bilan de Félix Tshisekedi est fabuleux et négatif. Non, moi je crois que ça c'est une pièce théâtrale que Olive Lembe a enregistrée et qu'il faille contacter les journalistes et les chaînes de télévision pour faire passer cela. Merci Papi Djosso. Félix Kaimbe, est-ce que vous avez aussi une question d'actualité à commenter ou un biscuit à faire? En tout cas, pour moi, je pense que le plus important, c'est le Congo. Ce n'est pas un individu. Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions commencer à livrer du théâtre devant le public, ce qui n'est pas une très bonne chose. Vous savez, il y a certains endroits où vous devez rester dans le sujet. Il y a eu 2 sorties médiatiques ratées de Mme Olive Lembe, que nous respectons. Le 17, je crois, lorsqu'elle s'est retrouvée devant la dépouille mortelle ou soit devant les cercueils. Le 16. Le 16, merci. Elle commence à s'adresser aux morts. Moi, ça m'a fait très mal. Pourquoi? Parce que je me suis dit, la Bible nous interdit d'abord que nous puissions nous adresser aux morts. Et lorsqu'on s'est fait passer pour une chrétienne et qu'on contredit la Bible, ça pose problème. Et deuxièmement, c'était pour l'échange de vie avec les gens, je ne sais pas, de son hôpital. C'était juste pour peut-être donner une vision de ce que ça doit être cette année 2023. Mais commencer à parler de son mari, du régime, là c'est aussi une sortie médiatique ratée. Mais quand vous voulez faire la comparaison entre le régime de Kabila et celui de Tshisekedi, vous trouvez qu'il y a une très grande différence. Donc aujourd'hui où nous parlons, si vous avez les jeunes qui ont connu l'exode rural, c'est grâce à M. Kabila. Si vous avez la Gécamine par terre, la NCNCC et autres, c'est grâce à M. Kabila. Et vouloir peut-être chercher à comparer les régimes à celui de Tshisekedi, moi je me dis, écoutez, à un certain moment, nous connaissons que nos mamans ne parlaient pas beaucoup.
Mais lorsqu'on commence à parler beaucoup sur la place publique, ce n'est pas bien. On se pose un peu des questions. Est-ce Kabila qui l'envoie pour parler? Parce que Kabila est tenu au droit des réserves. Et n'ayant pas peut-être l'opportunité ou l'occasion de parler, il faut que sa femme puisse commencer à parler. Ce n'est pas une bonne chose, surtout qu'elle n'est pas politique, à ma connaissance. Elle est la femme de l'ancien président de la République. Et toute épouse des présidents de la République ne sont pas nécessairement politiques. Et donc, je demande tout simplement qu'elle puisse faire ce qui est nécessaire et non ce qui est accessoire. D'accord. Merci beaucoup, Félix Kaembe. Premier sujet, résolution de Luanda. Pourquoi l'application pose problème? Il y a plusieurs résolutions dans ce communiqué, notamment la cessation de soutien M23 par le Rwanda, le retrait des Rwandais de M23 des positions occupées, l'ouverture des discussions avec les groupes armés locaux, la révision de l'évaluation de ces résolutions par les mécanismes de vérification. Toutes ces résolutions, pourquoi l'application pose problème? Je commence avec Orman Boula. D'une part, vous savez, le gouvernement qui dénonce le fait que le gouvernement rwandais continue de soutenir les M23, les M23 qui endeuillent les populations locales, et donc le M23, le Rwanda ne respecte pas ses engagements consignés dans ces résolutions. D'autre part, le Rwanda accuse aussi la RDC de ne pas non plus appliquer en se retirant de ces résolutions, les M23 non plus, on se dit, était prévu jusqu'au 15 janvier, leur retrait définitif. Mais jusque-là, les combats continuent. Pourquoi il y a ce problème? Pourquoi l'application semble poser problème entre les parties prenantes? Dan Zeng, je crois l'avoir dit ici dans votre plateau, les Rwandais fait partie de pays, pour ne pas voir les Rwandais carrément, mais les régimes rwandais sous Paul Kagame fait partie des régimes les plus, je dirais, malins et sanguinaires, hypocrites. Je l'avais déjà dit ici. Vous vous souvenez lors de cette rencontre du sommet de Luanda, d'ailleurs, Paul Kagame n'était pas là. Non. Je crois l'avoir même développé ici sur votre plateau. Quelle était le parti prenante à cette rencontre? On avait Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Nous avions Évariste Ndayishimiye, président burundais. Il y avait également l'ancien président kenyan, monsieur Uhuru Kenyatta. Mais du côté rwandais, il y avait qui? Il y avait les représentants, en fait, le chef de la diplomatie du Rwanda, dont le ministre des Affaires étrangères, sous la médiation, bien entendu, de M. Lorenzo, président angolais. Pour dire que déjà, le Rwanda avait saboté cette rencontre. Et on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose, en fait. Moi, je l'ai toujours dit, nous irons des sommets en sommets, nous irons des rencontres en rencontres, dès lors que le gouvernement congolais ne comprendra jamais qu'il doit prendre des dispositions nécessaires. Il doit, normalement, au moment où nous parlons, prendre des mesures adéquates. En organisant l'armée congolaise, on ira toujours des mal en pis. Mon frère, nous sommes dans ces sommets-là où les principaux éléments accusateurs, le M23, n'est pas présent. On prend plutôt le gouvernement rwandais. Donc, certes, nous savons que le gouvernement rwandais a toujours soutenu le M23, chose qu'il a toujours nié aussi. Même si nous avons vu avec les enquêtes des experts des Nations Unies et tant d'autres, même la condamnation de la France et d'autres pays, même les États-Unis d'Amérique. Mais le Rwanda a toujours dit qu'il ne soutenait pas le M23. Et plutôt, c'est les gouvernements congolais qui soutenaient le FDLR. Alors, vous allez dans un sommet où les rebelles qui font rage, qui tuent les Congolais à l'Est, ne prennent pas part, et vous discutez juste avec quelques pays, et vous attendez des résultats probants. Moi, je me disais qu'on pouvait s'attendre à rien. Dès lors que le M23 n'était pas là, dès lors que le Rwanda, avec Paul Kagame, s'est désintéressé de ces sommets, s'est dit, bon, moi je ne peux pas partir, laissons Félix Tshisekedi et ses amis, et le Rwanda, plutôt angolais, burundais, et puissent s'y rencontrer. Moi, je pense que tout était déjà mal parti. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose. Vous parlez du cessez-le-feu. Était-ce utile de signer ces engagements pendant que
il recommande dans ses résolutions que le gouvernement congolais reprenne les discussions qui ont été suspendues à Nairobi. Est-ce que c'était important de signer ces engagements? C'était pas important. C'était pas important. Parce que nous faisons. En fait, la RDC fait face à un mouvement terroriste. D'ailleurs, on ne peut même pas traiter, collaborer ou négocier avec un mouvement terroriste déjà au départ. L'M23, c'est un mouvement qu'on doit bouter dehors. Avec multitude de stratégies à l'interne, voire à l'externe. Et s'ils ne sont pas en mesure de mettre dehors l'M23, pourquoi aller de sommet en sommet en rencontrant le Rwanda, en parlant avec le Burundi d'ailleurs et l'Ouganda? Ce sont des pays hypocrites vis-à-vis de la République démocratique du Congo. La RDC est victime de ses richesses. La RDC est victime de ses potentialités naturelles. La RDC a toujours fait objet de convoitises de ses voisins. Ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi devons-nous être dupes? Pourquoi devons-nous être attentistes? Pourquoi devons-nous... La seule issue, c'est l'issue militaire. Moi, j'ai toujours dit... Pour le moment. Certes, certaines personnes disent que non, la RDC n'est pas prête pour faire la guerre au Rwanda. Mais comment un pays qui n'a même pas la dimension de, je crois, de ma province, c'est la province du Maïndombe, avec la RDC qui a une dimension continentale, doit-elle avoir peur de ces petits pays? Non, nous devons faire la guerre au Rwanda si on n'en peut pas. Ne discutons pas, n'allons pas des sommets en sommet, ça ne sert à rien. On se rend compte aujourd'hui, plusieurs mois après, le sommet de Luanda n'accouche que des résultats zéro, catastrophique, parce que moi je peux retenir. Le seul point positif, c'est juste le déploiement des forces de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est assez, qui s'est déployé, mais pour quel résultat? Il ne suffit pas seulement de déployer une force régionale, mais il faudra plutôt s'attendre aux résultats probants. Mais on se rend compte que les cessez-le-feu ne pas respecter. Le Rwanda qui parvient même, qui ose s'attaquer même à un avion militaire de la RDC. C'est pour dire que c'était juste une forme d'hypocrisie entre amis. Merci beaucoup, Orban. Monsieur Henri, quel est votre point de vue pendant qu'on se rend... comment on dit, pendant qu'il y a dans ces résolutions, il y a aussi la part du gouvernement congolais qui normalement doit être aussi d'application. Pourquoi est-ce que ces résolutions souffrent d'application selon votre analyse? Dan, le sommet de Luanda, c'est un sommet de trop. Parce que, au fait, dans la conclusion, on nous ramène au sommet au protocole de Nairobi. Parce que là, il est dit que tout doit être fait conformément au protocole de Nairobi. Or, le sommet de Nairobi, souvenez-vous, le président de la République, dès le départ, avait quitté ce sommet-là, les assises, il n'avait même pas terminé. Parce que là, dès lorsqu'il avait compris qu'il était question que lui négocie avec l'M23, c'était ça. Et partout, il n'y a rien qui soit établi dedans au bénéfice de la RDC. Rien n'est engagé ou établi pour faciliter que la RDC retrouve sa souveraineté ou son intégrité territoriale. Pourquoi est-ce que nous privilégions les deux voies, diplomatie et militaire? Si dans la diplomatie, nous partons déjà perdants, pourquoi est-ce que nous y allons quand même? Bon, vous savez, il y a certaines choses du fait qu'on ne peut pas se retrouver du coup tout seul. On ne perd pas espoir. Les voies qui sont là devant nous d'abord, c'est la diplomatie et la voie militaire. Parce que cette voie-là ne doit pas, on ne doit pas l'éteindre. Du fait que la mission principale de l'armée, c'est la défense du territoire national. Et quand nous perdons ne serait-ce qu'une partie du territoire national, automatiquement, nous ne sommes plus cet État-là. Parce que nous sommes cette nation par deux éléments essentiels. D'abord, le peuple congolais, dans sa volonté de vivre ensemble, et de deux, sur son territoire. Mais dès lorsque nous perdons déjà l'intégrité de notre territoire, nous ne sommes plus cet État-là. Ce n'est plus cette même République démocratique du Congo. D'où on doit se battre pour se retrouver dans cela. Sinon, nos frères congolais, qui se retrouvent maintenant dans toutes ces parties-là occupées par le M23, dont le franc congolais ne circule plus jamais dans ces espaces-là. De deux, l'autorité qui est installée là-bas ne répond plus jamais à Kinshasa. Alors nos frères congolais qui sont là-bas, ils sont maintenant dans quel pays?
Ils sont maintenant dans quel pays? Parce qu'ils ne sont plus en RDC, ni du point de vue administration, ni du point de vue juridique, ni du point de vue monétaire. Pendant que le M23 se réclame un mouvement congolais. Mais le M23 se réclame ainsi. Le M23 et Kagame, pour moi, j'ai toujours dit, ce sont des instruments. Kagame, que peut-il faire avec le nobium? Que peut-il faire avec le coltan? Que fait Kagame avec le cobalt? Mais non, nous devons quitter. On ne doit plus se plaire à dire, voilà maintenant que nous citons ouvertement l'ennemi. Mais ça résout quoi? Mais le véritable ennemi, c'est le triangle des États-Unis, dont l'anglo-saxon, France et Belgique. Ce sont eux qui utilisent toutes ces matières-là. Kagame, qu'est-ce qu'il en fait? Il est comme une guitare. Mais le talentueux qui joue la bonne musique, là, mais c'est celui-là qui nous fait tout ça. Voyez par exemple, quand on a attaqué l'un de nos 2 avions Sukhoi. Mais quand il y a eu le premier atterrissage par erreur, parce qu'il faut aussi noter que les 2 aéroports ne sont pas tellement... ils sont à plus ou moins 5 km. Alors, il peut y avoir une erreur et que l'avion avait atterri pour quelques minutes et puis reparti. Et en ce moment-là, moi, je suis convaincu que le Rwanda n'avait pas du matériel approprié pour abattre cet avion-là. Mais cette fois-ci, l'avion qui survole l'espace aérien congolais, parce que les Congolais étaient en train d'observer les habitants de Goma, de voir, ils se plaisaient à voir l'avion faire des manœuvres. L'avion n'était même pas armé, parce que c'était comme une mission de reconnaissance. Et subitement, ils constatent qu'il y a une attaque. Mais à cet instant-là, au premier incident... Le gouvernement rwandais dit avoir toujours mis en garde la violation de l'espace aérien. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Dan? Léon Kengo, Premier ministre alors, il a révélé quelque chose que je voudrais aussi insinuer ici. J'y vais rapidement. Que l'armée, on avait bombardé les camps des FDLR, des réfugiés rwandais, avant qu'ils ne deviennent FDLR. Or, le Rwanda n'avait pas de forces armées aériennes chez eux. Il avait soulevé la question de savoir avec le matériel de qui a-t-on bombardé les camps. Aujourd'hui, c'est la même histoire. D'où seraient venues les armes qui ont attaqué notre avion Sukhoi? Si ces avions, qui sont de fabrication russe, qui ont été achetés, parce que c'était le surplus de la flotte aérienne ukrainienne, acheté en 2013, je crois. Si ces avions n'avaient pas ce système de bouclier qu'il aurait développé, réactivé pour essayer de contrer ces attaques-là, mais l'avion aurait éclaté, aurait explosé en plein vol. Alors ça serait une déclaration de guerre. Mais déjà, ça veut dire le Rwanda nous dit, si vous osez, nous on attaque, nous on ne joue pas. Nous on n'est pas dans les blabla, on attaque. D'accord. Donc je veux dire, pour finir, chuter. Le matériel, c'est-à-dire, il y a cette injustice de la communauté internationale vis-à-vis de la RDC. On fournit des armements au Rwanda pour que le Rwanda soit plus puissant que nous. Encore que la guerre actuellement ne dépend pas du nombre des militaires. Sinon, la Chine n'allait jamais avoir peur des États-Unis. Quand les États-Unis menacent la Chine que dès que vous envahissez Taïwan, nous on vous attaque militairement et la Chine recule. C'est par rapport au matériel. Merci beaucoup, monsieur. On a appris que le FMI aussi a accordé une somme de plus ou moins 300 millions. Je dois très bien vérifier l'information. La directrice du FMI était là hier soir. Je pense qu'on doit vérifier cette information-là. Félix Kaimbe, votre point de vue sur cette question. Pourquoi ces résolutions ne sont pas appliquées pendant que dans ces résolutions, il était écrit que si les M23 ne respectait pas, la force de l'EAC va attaquer les M23 pour les contraindre à respecter ses engagements. Pourquoi? C'était le 23 novembre que cela a été signé, nous sommes le 26 février, on dira 26 janvier, donc deux mois après, il y a statu quo. Quel est le problème? Merci beaucoup Dan pour la question. Je pense que d'abord, je vais répondre par rapport à ce que mon ami venait de dire. Écoutez, ce n'est pas pour rien que nous avions accepté de participer à tous ces sommets-là. Pourquoi? Parce que depuis l'aube de temps, Kigali s'est victimisé, se faisait passer pour ces petits pays et c'est nous qui attaquons Kigali. Mais aujourd'hui,
il faut dire que Tshisekedi a déjà exposé Kigali, que ce soit au niveau de la communauté internationale ou communauté nationale, ou africaine si vous voulez. Nous avions déjà exposé Kigali, c'est un combat qu'on a mené et on a gagné ces combats-là. Kigali qui accuse aussi le gouvernement de soutenir certains groupes armés nationaux. C'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Il faut dire que Kigali ne doit pas se laisser faire pour dire, écoutez, moi qui avais raison et qu'on me donnait raison au niveau de la communauté internationale et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui commencent à me condamner. C'est du travail qu'on a fait dans notre pays, donc par la diplomatie de Tshisekedi. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, si ces résolutions-là ne sont pas appliquées, c'est parce que Kigali n'est pas sincère. Il n'y a pas que Kigali, il y a aussi d'autres parties prenantes, notamment la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui était comme témoin avec la force de l'EAC, qui est censée faire appliquer de force ces résolutions. Je parle d'abord de Kigali avant d'arriver au niveau de la force régionale, parce que la force régionale est arrivée au pays après. Vous allez vous en souvenir que nous étions à Oyo, la force régionale n'était pas encore là. Nous étions au Luanda, en Angola, la force régionale n'était pas encore là. La force régionale est arrivée à la fin, je veux dire. Ici, il y a un problème d'un monsieur rétrograde, comme le président de la République l'a qualifié, un dirigeant rétrograde, qui vous dit, je suis d'accord avec ce que nous sommes en train de faire ici, et une fois rentré dans son pays, il nage à contre-courant, il sabote même ces résolutions-là. Mais nous avions fait un bon travail. Vous savez, nous sommes un État responsable, nous ne sommes pas un État voyou. Avant que nous puissions passer à la vitesse supérieure, il avait fallu que nous puissions réunir d'abord toutes les preuves tangibles et que le monde entier puisse savoir que si nous sommes agressés, ce n'est pas la volonté exprimée de ces messieurs de Kigali, Paul Kagame. Nous sommes allés partout et que le gars nageait à contre-courant. Il n'a pas pu appliquer les résolutions. Voilà maintenant que la force régionale est sur le sol congolais. Il y a eu un délai qui a été donné pour que ces gens puissent quitter le sol congolais. Mais cela n'avait pas été fait. Aujourd'hui, il y a eu d'abord une avancée, il faut le dire. Parce que le gouvernement congolais, avec la force régionale, il y a eu un communiqué qui est sorti pour dire on avait donné un délai pour que ces gens puissent quitter le sol congolais. Ils n'ont pas obéi à cela. Et donc, on doit passer maintenant à la vitesse supérieure. On accuse le gouvernement d'avoir cautionné la balkanisation en signant ces documents. Parce qu'il y a des territoires, comme l'a dit M. Henry, qui ne sont pas contrôlés par l'autorité publique et qui ce sont soit les militaires de l'EAC, soit les M23 qui sont en train de contrôler. Donc, vos détracteurs vous accusent d'avoir cautionné la balkanisation, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Non, il ne faut pas dire que nous avions occasionné. Écoutez, ce sont de justes coutumes. Parce qu'ici, on vous dit, ces gens doivent rentrer là où ils étaient. Okay. Et les endroits où ils occupaient, il doit y avoir la force régionale qui doit y travailler. Après, nous allons venir là-bas pour occuper. Okay. Ça, c'est un fait. Et c'est comme ça. Nous respectons tout simplement la feuille des routes. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire que nous avions cédé une certaine partie de notre pays. On ne peut pas le faire. C'est tout ce qu'il dit, on ne peut pas le faire. Nous devons tout simplement comprendre, mon cher ami Dan, ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui, c'est une guerre économique. Pourquoi? Parce que chez lui, à Kigali, l'économie est en berne. On est en train de parler des drones maintenant. Pourquoi? Parce que nous avions décrété l'état de siège ici chez nous, avec tout ce que notre armée est en train de faire de l'autre côté et que le monsieur n'est plus dans la possibilité de faire ce qu'il faisait autrefois, c'est-à-dire d'exploiter nos minéraux d'une manière tout à fait illicite. Vous êtes sans ignorer qu'il a contracté avec, comment on appelle? Le Qatar. Le Qatar, voilà. Il a contracté une dette au moins d'1 milliard de dollars où on a construit une usine chez lui. Maintenant qu'il ne sait plus comment exploiter l'or chez nous, il commence à nous attaquer. Nous disons ceci. La communauté internationale est mise au parfait. La communauté nationale est mise au parfait. Et nous allons répondre à cela. Le plus important ici, c'est de soutenir d'abord notre armée, soutenir les institutions de la République, soutenir les institutions présidentes de la République. Pourquoi? Parce que cette guerre ici, qui est déclarée, ce n'est pas la guerre de l'opposition, ce n'est pas la guerre de la majorité, mais plutôt c'est la guerre du Congo. Avec votre permission, s'il vous plaît, avec votre permission, parce que je sais que M. Feli, Kaïm, il est du pouvoir, il est du parti au pouvoir, donc il doit quand même nous éclairer en fait. En l'entendre parler, il renvoie tout au futur.
nous allons. Et pourtant, vous êtes quasiment à la fin de votre mandat. Bon, moi, je suis pas un politicien. Moi, je suis journaliste, commentateur politique. J'aimerais quand même avoir certaines assurances de sa part pour pouvoir aider également l'opinion qui nous suit. Vous allez faire tout est au futur, alors que nous nous rapprochons déjà de la fête du mandat du président de la République. Je prends l'exemple. Vous parlez de l'exposition diplomatique que vous avez menée. Aujourd'hui, le Rwanda est exposé et vous savez que c'est une guerre économique. Tout ça, ce n'est pas un secret de polichinelle en fait. Nous connaissons que depuis des décennies, le Rwanda est là juste pour déstabiliser la RDC pour ses propres intérêts économiques. Ça, on le sait. Vous dire que vous avez exposé le Rwanda, vous l'avez exposé de quelle manière? Est-ce qu'aujourd'hui il est question de vous réjouir de l'exposition du Rwanda sur le plan diplomatique, ou il est question que vous menez des actions concrètes qui pourront faire en sorte que l'ennemi soit bouté hors de notre territoire? Je vais répondre à la question parce qu'il m'a été adressé directement. Oui. Donnez-moi même une minute. Vous êtes journaliste, vous le dites, vous avez des informations. Écoutez, Tshisekedi a dit nous sommes au défront. D'un côté, nous sommes au front diplomatique et de l'autre côté, nous sommes au front militaire. Sur le terrain, nous sommes en train de coincer, de maîtriser, bien entendu, les rebelles. Vous avez suivi, il y a 2-3 jours, où on a mis en déroute ces gens-là. C'est que pour dire, nous sommes en train de travailler. Il ne faut pas dire que non, j'ai dit que tout ce que je suis en train de dire ici, on met seulement au futur, non. Regardez lorsque on a expulsé M. Karega. Lorsque nous avions refusé que cette compagnie aérienne rwandaise puisse fonctionner ici, ce sont des choses que nous avions posées pour que nous puissions mettre fin à cela. Non seulement que nous avions refusé que Karega ne soit plus sur le sol congolais, mais aussi nos militaires sont en train de se comporter très bien sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, M. Félix Kaimbe. Et je chute en disant... Ce sont des questions sensibles. D'accord. Vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui et dire que non, nous attaquons à 15 h. Non, c'est la guerre. Et la guerre, il faut des stratégies. Merci. Entre temps, le pays est toujours occupé. Papi Dionso, votre lecture des faits, résolution de Luanda, pourquoi l'application souffre-t-elle? Je pense à cette question, le président de la République lui-même en a donné une réponse à Davos, je crois, il y a quelques jours. C'est que l'opinion nationale doit savoir et que la RDC fait face à un complot international. Depuis des décennies, nous savions peut-être, sous les coulisses, que c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo, mais personne ne pouvait lever son doigt ou ne pouvait lever sa voix plutôt pour indexer au Rwanda que c'est lui qui est l'agresseur. Mais avec la politique, je suis en arrivant, c'est plus pour répondre un peu à notre ami qui a dit nous devons mener des actions concrètes. Et donc, aujourd'hui, par la diplomatie, la haute d'ailleurs, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix, même la communauté internationale s'est vue à nu. Nous savons maintenant que la communauté internationale est complice. Elle nourrit les Rwandais pour agresser la République démocratique du Congo. Je vais vous dire pourquoi ces résolutions ne sont pas d'application. De un, lorsque vous regardez les sommets de Nairobi, le président de la République a claqué la porte et n'a même pas signé au communiqué final. Quelle était l'idée principale de ces communiqués? Il faudrait que le gouvernement congolais négocie avec les M23. Or, nous avons déjà indexé que le Rwanda attaque la RDC via les groupes rebelles et que la communauté internationale est derrière ces attaques. Et maintenant, elle nous renvoie à négocier avec nos agresseurs. J'ouvre un peu une parenthèse. Je me vois, moi, RDC, assis autour d'une table avec des rebelles qui nous attaquent et nous négocions. Ils rentrent. Pourquoi ne pas même les piéger? Pourquoi ne pas même lancer une bombe et les écraser? On oublie cette histoire. Je ne pouvais pas comprendre cette histoire. Je referme la parenthèse. Et là, le président de la République a claqué la porte. Nous revenons en Angola, où il y a eu plusieurs fois où le président rwandais ne venait pas.
il n'y avait que le président de la République démocratique du Congo qui venait, et même l'opposition a crié que Tshisekedi est en train d'être malmené par Paul Kagame. On lui dit d'aller en Angola, il va, mais Paul ne vient pas, ainsi de suite. L'opposition a parlé de tout sauf de rien. Mais président Félix a montré sa bonne volonté pour qu'enfin la paix règne à l'est du pays. Le sommet de l'Angola disait principalement il faut que le M23 se retire sans condition sur les sols congolais et sur toutes les localités qu'ils occupent. Voilà la résolution. Et moi, je suis en train de voir. Si le M23... Il n'y a pas que ça. S'il vous plaît. Moi, je prends ça comme phare, décision. Si les M23 se retiraient dans les localités qu'ils occupaient, c'est que le Rwanda ne va plus vivre. Parce que le Rwanda vit avec l'exploitation illicite de nos minéraux. C'est comme ça que vous avez vu qu'ils ont éparpillé toutes ces milices dans certaines localités pour exploiter illégalement. Pourquoi CM23 demeure dans cette partie du pays après tant de mois? À ma prise de parole, j'ai dit la RDC fait face à un complot international. Mon cher ami, en droit international, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Lorsque les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne sont derrière le Rwanda, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller mollo pour que, enfin, les résolutions positives soient quand même vues au sud de tout le monde. Et maintenant, Félix Tshisekedi, avec... Non, les autres ont parlé plus que moi. Félix Tshisekedi, avec sa bonne volonté de mettre fin à la guerre, à l'est de notre pays, mais vous allez voir que Paul Kagame est le nom d'ailleurs, le socle de cette insécurité-là, le socle de toutes ces tueries qui sont à l'est du pays. Regardez au moment où nous sommes. Où toutes les caméras du monde sont fixées sur la RDC. Parce que c'est depuis 1985 que le pape a foulé ses pieds en RDC. À l'époque, Zaïre. Et aujourd'hui, le pape a annoncé son arrivée en RDC. Le Rwanda commence à attaquer. C'est pour nous distraire. C'était une provocation. Mais nous, pour répondre maintenant à notre ami, cher ami, vous savez... D'antenne et... Je n'ai pas consommé tout mon temps d'antenne, cher ami. Donc, Félix Tshisekedi joue à une diplomatie de larmes des crocodiles. Vous savez comment les crocodiles sont? Les crocodiles sont en train de mourir. Voilà. Je vous dis, si vous allez au Nil, vous allez trouver les crocodiles, peut-être affamés, qui font couler les larmes. Mais si vous avez pitié d'aller leur donner quelque chose à manger, ils vont vous prendre comme leur proie. C'est ça la politique que Félix Tshisekedi est en train de mener. Et je vous jure que dans un futur proche, la guerre va cesser, la paix va être vue sur toute l'étendue de l'Est du territoire, de l'Est de notre territoire national. Merci beaucoup, Papi Djonso. On a pris pratiquement une trentaine de minutes. Nous avons 40 minutes pour parler de cette question. Les tours de table, ça va très très vite. On va rapidement prendre le deuxième sujet. Le président Tshisekedi est-il en train de se démarquer de ses prédécesseurs? Vous le savez, il y a 2 jours, ça faisait 4 ans qu'il était au pouvoir. On a débattu. On est toujours en train de battre à nouveau pour que la population puisse se faire, évidemment, une idée. Voilà. Est-ce que le président est-il en train de se démarquer? Monsieur Boula, votre point de vue. Se démarquer en quoi? Dans sa gestion de la chose publique. je vais rapidement répondre à monsieur Papi Djonso avant d'entrer dans le vif du sujet, répondre à votre question. En fait, 5 minutes. Oui, nous n'avons pas aujourd'hui, la RDC n'a pas besoin de théories en fait. Non, le président de la République utilise une diplomatie de la carapace, du chien, machin. Non, on n'a pas besoin de toutes ces théories. Le Congolais a besoin de résultats. Des résultats au présent, même dans un futur proche. Nous ne sommes pas là pour attendre des évangiles. On dit non, Jésus viendra, attendons, soyons patients, ayons la foi. En politique, on ne prêche pas la foi. En politique, il n'y a pas de Alléluia, Amen. En politique, il faut être pragmatique. Il faut progressivement. Progressivement, oui, mais il faut du pragmatisme en fait. On ne peut pas être là pour prêcher des gens. Ce qui n'est pas. Évitons de la démagogie.
Je vais revenir tout de suite à votre question par rapport au bilan, peut-être à la gestion du président de la République, parce que nous nous approchons des élections, il y aura de plus en plus des questions, des discours démagogiques de nos politiciens, comme nous nous sommes habitués d'ailleurs en République démocratique du Congo. Mais lorsque déjà, le chef de la diplomatie de la RDC, Christophe Luto, nous l'a dit, avec la partie rwandaise, le respect de la parole donnée n'a jamais été au rendez-vous. Mais pourquoi faire encore confiance à un tel interlocuteur? Dès lors que vous savez que cet interlocuteur n'est pas sérieux, n'est pas bon, n'est pas sincère en fait. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il est question que nous puissions nous organiser à l'interne, comme je l'avais dit, que notre armée devienne de plus en plus efficace. Donc une armée qui peut attaquer des rebelles dès lors que nous sommes justement, notre pays est en danger. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, s'il faut même dessiner la carte de la République démocratique du Congo, elle n'aura plus sa forme, mon frère. Parce qu'il y a Bunagana qui est occupé depuis. Comme l'a dit M. Henry, Bunagana est occupé. Il y a des partis qui sont toujours occupés. Les rebelles n'arrivent pas à respecter le cessez-le-feu ou toutes les mesures prises à Luanda. Donc, il n'est pas question aux politiciens de nous prêcher comme des pasteurs pour que nous disions Amen, mais il est plutôt question qui travaillent sincèrement avec leur bonne volonté de faire changer les choses. Venons-en à la gestion de Félix Tshisekedi. Oui, moi j'apprécie beaucoup sa gestion. C'est quelqu'un qui a un côté assez humain. Il a de l'humanisme. C'est quelqu'un qui connaît un peu les réalités du pays. Mais entre connaître, aimer son pays et changer les choses, il y a une grande différence, mon frère. Oui, nous voyons sur le plan économique, il y a une avancée importante. Nous sommes partis, je crois, de 3-4 milliards. Aujourd'hui, le budget s'élève à hauteur de 14-15 milliards, quelque chose comme 16 milliards, voilà. Donc, il y a déjà des avancées significatives. Après, ces avancées-là, sur le plan chiffre, oui. Même la mobilisation. Mais la mobilisation des recettes et tout, c'est pas mal. Mais maintenant, dans le panier de la ménagère, est-ce que les Congolais vraiment mangent à sa faim? C'est la grande question que nous devons nous poser. Nous nous approchons des élections encore une fois. Il ne suffit pas de venir avec des idées. Vous voulez dire ça. que le social, c'est vraiment très vaste. Ouais. L'alimentation pose problème au Congo. Non, l'alimentation pose problème. Aujourd'hui, les Congolais vivent toujours en deçà même d'$1 par jour. Qu'est-ce qui a changé entre avoir un budget de 16 milliards mauvaise ou elle est restée stable? Comme je l'avais dit tantôt, je crois dans une autre émission, les bilans du président de la République actuelle n'est pas positif, moins encore négatif, comme l'a dit Madame Olive Lembe Kabila. Je dirais plutôt son bilan est mitigé. Okay. En tout cas, par rapport à ce qu'il a promis et ce qu'il est en train de réaliser, on dira pas que c'est vraiment positif. Son bilan est mitigé. Merci beaucoup, Roman Boula. Monsieur Henry, votre point de vue sur cette question, qu'en pensez-vous? Rapidement, je prends d'abord deux petites choses. L'une dans ce que Félix a dit et l'autre dans Maître Diosso. Je crois que si on doit s'atteler à ce que Félix a dit, la victoire serait d'avoir exposé le Rwanda. Je pense que c'est tout faux. Ce ne serait pas intéressant. Parce que ce n'est pas une première. Peut-être je comprends. Cette époque, on a la vitesse de l'information grâce à l'Android. Mais revenons pas plus loin qu'ici. Avec Mouzé, à combien de fois il a dit il n'y a pas de rebelles, ce sont des Rwandais. Et vous les Américains, vous me parlez de démocratie pendant que les Rwandais là-bas qui nous envahissent, ils n'ont pas de démocratie. Donc citer l'agresseur que c'est le Rwanda, ça n'a pas commencé avec Félix. Donc ce serait un peu compliqué de citer cela comme une victoire diplomatique. Non. La diplomatie, quand elle s'engage, c'est pour faire valoir nos intérêts. Notre intérêt n'était pas de citer le Rwanda en tant qu'agresseur, non. Parce qu'au-delà du Rwanda, le président sait que ceux-là qui décident de ce qui se passe, ce n'est pas le Rwanda. C'est pourquoi vous le voyez faire de tour. À gauche, à droite, aux États-Unis, en Angleterre, c'est pour leur dire que mais lâchez un peu, c'est vous qui faites tout cela. Tout le monde le sait. Donc citer le Rwanda ne doit pas être inscrit sur une quelconque victoire diplomatique. Parce que ça a toujours été ainsi. Mouzé l'avait fait. Revisiter les vidéos qui circulent, qu'on a actualisées. Il le dit dans des termes clairs tels que je le répète ici. Il n'y a pas de rebelles, ce sont des Rwandais. Et je pense que Maître Papi, l'accord de Luanda n'a pas dit qu'ils doivent quitter toutes les localités qu'ils occupaient. Non.
l'accord de Luanda nous a ramené à Nairobi. Et même dans cet accord-là, il est dit que le M23 devrait retourner dans leur position initiale. Mais qui à Sabinyo et autres? Mais Sabinyo, ce sont des localités du territoire congolais. C'est-à-dire, on leur donne encore de par ces accords-là, ces territoires-là, qui seront couverts par la zone tampon. C'est pourquoi j'ai dit ici, mais les Congolais qui sont dans ces territoires-là, qui officiellement de par ces accords-là, et que les M23 devraient d'abord occuper. Maintenant, les dates butoirs sont déjà expirées. Mais que fait la force, l'EAC? D'abord, cette histoire-là, on doit quitter. Vous savez que tous ces pays-là, membres de l'EAC, ils ne se prennent pas des visas. Mais allez, si même ceux qui circulent là-bas, les Congolais doivent acheter les visas. Mais alors, quel est l'avantage que nous avons là-bas? On se retrouve dans un truc de nilotiques. Tous sont des Tutsis. Souvenez-vous, le président, l'actuel président kenyan, quand il parle avec Félix et puis il parle avec Kagame, au sorti, qu'est-ce qu'il dit? Il déclare que Kagame est franc. Qu'est-ce qu'il veut nous dire de par cette déclaration-là? Donc pour lui, il trouve que Kagame est franc. Donc autrement dit, Félix n'est pas franc. Alors tout cela, c'est pourquoi s'il n'y a pas avancement quant à la matérialisation de ces histoires-là, c'est parce que tous ces gens-là, la force régionale, que ce soit la communauté internationale, personne ne veut le bien-être de ce pays qu'est la RDC. Sinon, si vous êtes contre le fait que la RDC adhère à l'EAC, que proposerez-vous à la place? Le problème que nous avons, selon moi, c'est qu'on doit miser sur notre propre capacité organisationnelle en interne. Ça veut dire on doit travailler plus sur le devenir, le renforcement de notre armée, que l'armée soit suffisamment équipée, parce que ainsi on aura la force de se défendre sur terrain, on aura suffisamment aussi la capacité de se faire entendre. Le rapport de force aussi. Voilà, tant qu'on ne fait pas monter notre rapport de force, ouais. Je pense qu'on ne sera jamais entendu. La preuve, avant que cette force n'arrive, il y avait déjà officiellement l'armée ougandaise sur le sol congolais. Il y avait l'armée burundaise sur ce sol. Et maintenant, il y a quoi? Duplicité ou on double encore. C'est encore le même pays qui se retrouve dans la force régionale pendant qu'ils sont d'abord bien avant sur le territoire congolais. Sans résultat, jusqu'aujourd'hui, les ADF continuent à sévir. L'insécurité continue. Mais maintenant, on multiplie. Maintenant, on va prendre encore les Soudanais qui ont des problèmes chez eux, qui n'ont jamais terminé, qui ont subi aussi la balkanisation là-bas. Il y a maintenant 2 Soudans. Et nous amenons encore tout cela qui va constituer, qui devient maintenant comme du poison dans notre propre... dans la RDC. L'unique solution, c'est l'option militaire. Militaire, mais à ce que la RDC puisse travailler durement pour essayer d'augmenter notre capacité à se défendre. C'est ainsi que, et cet éveil collectif, parce que le peuple congolais uni, Ronald Reagan, pour chuter, disait ceci: dans tous nos arsenals, on n'a aucune arme qui soit plus puissante qu'un peuple en colère. C'est le peuple congolais qui serait en mesure de faire reculer tous ces gens-là. On l'a vu avec la MONUSCO. On l'avait vécu ici à Kinshasa avec les Rwandais. Quand le peuple s'est mis en mouvement contre ces gens-là qui étaient armés, ils ont fui. Si on doit aller au regard des officiels, n'oubliez pas que le président de la République est devant des contraintes terribles. Le peuple aussi est un peuple qui se plaît, qui n'est pas actif. Non, qui n'accompagne pas la vision. Non, le peuple, écoutez, le peuple est victime aussi de certains comportements de nos acteurs politiques qui nous divisent pendant qu'on a besoin de cette unité-là. Comment vous pouvez comprendre des ministres en fonction? Vous allez dans une province donnée pour commencer à insulter les leaders de cette province-là parce qu'ils ne sont pas de l'union sacrée. Et vous sollicitez la cohésion nationale. Mais il faut être intelligent ou soit on est bête. On ne sait pas ce que nous voulons. Voilà. Et vous allez avec, quand on est officiel, c'est-à-dire on engage le pays à travers ce qu'on fait. Donc tout ce qu'on signe là-bas, même depuis Sun City, ce n'était pas le président de la République qui signe. Vous allez trouver que c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc quand un ministre va quelque part, il doit suffisamment être instruit que ce que je fais ici, étant donné que je suis en fonction, ça engage l'État. Ouais. Mais quand vous allez dans cette façon-là, qu'on se le dise un peu certaines choses clairement, on a plus besoin en ce moment de cette cohésion parce qu'on ne sauve pas le régime de Félix. Mais nous sauvons la République.
Et maintenant, des ministres qui arrivent, qui créent des tensions comme ça dans des populations. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a des populations qui n'ont jamais eu le temps d'haïr Félix, mais qui risquent de le haïr parce qu'ils voient que non. Donc c'est lui qui a envoyé ses ministres ici venir nous injurier. Donc il faut des sanctions. Donc Félix risque d'être victime de ses propres collaborateurs, de leur comportement, et victime de cette communauté internationale qui, sur base des intérêts, et ils nous punissent. Merci donc, beaucoup. vous voyez que nous n'accompagnons pas le président de la République, que vous soyez de l'Union sacrée, mais il faut comprendre le langage de Félix. D'ailleurs, on a révélé qu'au Conseil des ministres, il était fâché contre ceux-là qui étaient partis se comporter comme cela. Mais pourquoi les Congolais ne voient pas le mal dans ce type de comportement qui est totalement incivique? Ce sont des comportements rebelles. Merci beaucoup, merci. Alors, sinon, si on n'arrive jamais à avoir cette cohésion, je chute par là, Dan, je vous dis qu'on aura du mal à s'en sortir parce que le complot est trop vaste. Merci beaucoup pour cette analyse, monsieur Henri. Félix Kaembe, votre lecture. Ma question était... Monsieur Henri, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai compris que vous avez... Elle m'a échappé, je m'excuse. Je vais la récupérer même à la dernière minute. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis sur les réalisations aussi du président Tshisekedi. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez aussi peut-être récupérer. Voilà, je suis sur les réalisations. La question était, est-ce que Tshisekedi fait mieux que tous ses prédécesseurs? Merci pour la question. Je pense que j'ai quand même les droits pour rencontrer ce que M. Henri a dit. Peut-être qu'il m'a mal compris. Hein. Je dis, c'est vrai, Tshisekedi a dénoncé cela dans des tribunes internationales, citant nommément M. Kagame. Mais cela, aujourd'hui, a le fruit. Pourquoi? Parce que vous avez la Russie qui condamne Kigali, vous avez les États-Unis, vous avez la France, la Belgique. Beaucoup de puissances européennes condamnent Kigali. Ça fait partie, bien entendu, des résultats de la diplomatie. Pourquoi? Il ne suffit pas tout simplement de dire que moi, je suis victime, je suis un petit pays comme Kigali le faisait autrefois, et tout le monde croyait à ce que Kigali disait. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est pas la première fois que Kigali soit condamné. Parfois, même, on se souvient à l'époque de Kabila, Kigali a subi parfois des sanctions. Il y a eu des sanctions, oui, mais pour quelle finalité? Il y a eu des sanctions, on n'avait jamais levé l'embargo pour l'achat d'armes. Il y a eu les sanctions. Aujourd'hui, quand même, moi, je suis content. Pourquoi? Parce que nous pouvons acheter les armes. Les régimes de notification, déjà mis de côté. Nous pouvons acheter les armes et faire la guerre à Kigali. C'est le plus important. Donc, si vous dites que non, Mouzé avait cité Kigali, Kagame, mais aujourd'hui, nous disons, Tshisekedi a cité, mais il y a aussi des résultats. Il y a des résultats. On peut acheter les armes, mais personne ne doit plus refuser. J'ai vu la République turquienne, qui nous a amené aussi les armes ici. Et le Turc, voilà. Qui nous a amené les armes ici avec les véhicules blindés. C'est aussi ça la diplomatie. Et donc, ça, j'allais dire. Bon, écoutez, le peuple est avec Tshisekedi. S'il y a certaines personnes, sur certains ministres qui ont nagé à contre-courant, et Tshisekedi n'a pas gardé silence, il a dénoncé cela, eh bien, nous disons, le peuple est avec Tshisekedi. Regardez ce qui se passe à Goma. Nous avions vu comment est-ce que notre peuple était prêt pour traverser de l'autre côté. Et donc, moi je dis, ce combat n'est pas le combat de Tshisekedi, c'est un combat de la République du Congo. Et puisque c'est notre combat, je pense que tout Congolais doit se tenir debout pour défendre d'abord sa nation. La question que vous aviez posée, très cher Dan, Tshisekedi fait mieux. Parce qu'il faut d'abord voir, il a trouvé ces pays où? Ces pays qui n'avaient pas des infrastructures. Je ne dis pas qu'on a tout résolu, mais aujourd'hui, ces pays ont quand même quelques infrastructures que Tshisekedi est en train de réaliser. Regardez Mamayemo. Pour la première fois, depuis 1960, nous avons au moins un immeuble de 4 niveaux. Les locaux en train d'être rénovés. Regardez... ça fait combien de temps que Mamayemo est en train de te réhabiliter? Ça doit faire maintenant 6 mois. Ce n'est pas une réhabilitation. Réhabiliter, c'est-à-dire les locaux, mais il y a un immeuble de 4 niveaux qui est construit là-bas. Il faut passer. Moi, je suis passé par là, j'en ai vu. Arrivé en Mbuji-Mayi, vous aviez trouvé les écoles qui sont construites là-bas. Les hôpitaux, on parle de la Mouya, construits là-bas. Mbuji-Mayi. À Moupompa, il y a aujourd'hui ISP. Ces constructions qui sont victimes de détournements, c'est pas possible.
Non, non, vous êtes journaliste, vous aviez vu, et si vous vous déplacez, vous allez vous rendre compte. Moi, j'y étais, j'ai vu les écoles, j'ai vu les hôpitaux. Arrivé à Kananga, il y a... Parce qu'on nous suit aussi là-bas, en Mbuji-Mayi. Vous dites école de la Mouya, c'est ça? L'hôpital de la Mouya. L'hôpital de référence de la Mouya. Nous avons Kalenda Mukishi, c'est une école où... Moudichi, c'est une école où Fachi lui-même a étudié. Ça a été réhabilité, tout ce que vous citez là, pas construit. Non, 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 pas réhabilité, on a construit. Je suis proche d'un monsieur, je ne dois pas citer les noms ici. Moi-même, je suis allé à Mbuji-Mayi, j'ai trouvé les écoles construites, pas réhabilitées. Ah non, réhabilitation dans les sens où ce sont des vieilles écoles qui existent. Non, 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 non. Aujourd'hui, mon cher ami, on a détruit ces écoles-là, les bâtiments, je vais dire. On a construit des bons bâtiments. Il faut y aller. Vous arrivez dans les Katanga, il y a des constructions là-bas. Vous arrivez à l'Équateur aujourd'hui avec le projet, bien entendu. Le pays est très vaste, c'est 2 345 000 km². Est-ce qu'en citant quelques ouvrages épars sous le nombre de la population, est-ce que l'impact peut être ressenti? L'impact doit être ressenti. Pourquoi? Parce que là où il n'y avait rien et que l'on a fait quelque chose, il y a un impact. Vous arrivez à l'Équateur, vous trouvez déjà qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites. Il y a même du courant à Guémena. Jean-Pierre Mbemba lui-même en a parlé. Prenons les Koulouna qu'on tuait ici. Ces Koulouna qu'on a qu'on a insérés dans la société. Les Koulouna sont en train de faire les champs, de fabriquer les bancs. Ils sont devenus même des menuisiers et des maçons là-bas. Dernièrement ici, même mon frère d'enfance, je crois, il a acheté les maïs à 18 000 francs congolais des Koulouna qui ont produit. Vous arrivez... Mais cela n'a pas baissé les taux de banditisme urbain. Vous arrivez... Mais vous les tuez ici. Non, non, qui les tue? Vous arrivez, vous prenez... C'est une belle initiative, mais ça n'a pas vraiment de l'impact sur la réduction du taux du banditisme. Comment dire, la farine de Kanyamaka Sessi a-t-elle impacté sur le prix de la farine sous le marché? Ou bien le prix est resté statique? Le prix n'a pas resté statique, ça a impacté parce que quand vous arrivez dans tous les camps militaires, s'il vous plaît, cher Dan, je vais y arriver à cette question que vous aviez posée. Lorsque vous arrivez dans tous les camps militaires et policiers, vous avez des cantines. Aujourd'hui, ce n'est plus les militaires, mais plutôt ce sont des fonctionnaires. Vous avez vu qu'on a vendu aux fonctionnaires. À Kananga, il y avait les mécas de maïs qui étaient déjà à 8 000 francs congolais. Ce sont les maïs de Kanyamaka CC qui ont fait qu'on puisse quand même réguler les prix. Et aussi bien en Mbuji-Mayi et une partie à Lubumbashi. D'accord. Les billets de prix d'avion qui se vendaient ici à 450 $, à 500 $, oui. Je termine, à 450 $, 600 $, aujourd'hui les prix des billets d'avion divisés par 2, par 3 même. Les budgets dont nous parlons, de 3,5 milliards à 16 milliards. Les passeports de 250 $ à 99 $. L'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases, on a appliqué cela et nous avions pu récupérer au moins 6 millions, s'il vous plaît, d'élèves qui sont sur les bancs de l'école. Très bien. L'augmentation des salaires à 45% des fonctionnaires. La dotation, bien entendu, de la tenue des militaires aujourd'hui. Merci. Je ne parlerai pas de la création de la entreprise Transacademia avec 250 bis, pas seulement à Kinshasa et aussi bien dans des provinces. Mais qui n'est pas encore opérationnel. Et donc, nos étudiants aujourd'hui vont commencer à utiliser les bis de Transco. Très bien, merci beaucoup. Mais ils vont les utiliser après mandat ou comment? Parce que ce n'est pas encore opérationnel. Mon cher ami, juste après cette émission, allons au Palais du Peuple. Vous allez trouver les bis là-bas. En plein garage. Papi Diosso, Orman Dola, Félix Kaimbe, Papi Diosso, je vous donne la parole, votre point de vue. Tu sais qu'il fait-il mieux, selon vous? Vous savez, si je me retrouve sur un plateau avec Orman, c'est le fruit de la liberté d'expression. Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je me trouve avec lui. Je pense ses propos. Ne serait-ce que pour dire que le bilan de Tshisekedi est mitigé. Je me mets dans la peau de Joseph Kabila, président de la République. Voir un jeune à la télé dire que mon bilan est mitigé, il ne va pas descendre.
Ah, on a vu. Non, c'est s'il vous plaît. Il y a des députés Dan, attendez. Dan. Ils ont parlé, j'ai écouté. Il va pas descendre comment? Vous n'avez pas interrompu, laissez-moi quand même argumenter. On va l'arrêter. J'ai dit, On l'aurait arrêté. il ne serait même pas descendu. Donc, dès qu'il sort là, on le Dès prend. qu'il sort de là, on le prend. Et il va à une destination inconnue où sa famille n'aura même pas la possibilité de les visiter. Nous en avons vu des cas comme ça où il y a quelqu'un qui a jeté une chaussure sur le cortège du président de la République. Il a disparu totalement. Et aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Je reviens maintenant s'il faut dire, Tshisekedi fait-il mieux ou non? Revenons au propos du président de Nouvel Élan. Adolphe Mouzitou, je pense que vous êtes journaliste, vous l'avez suivi. Il a dit, de tous les présidents qui ont succédé à la magistrature suprême, il n'y a pas eu un seul comme Félix Tshisekedi. C'est pas moi, c'est quelqu'un de l'opposition. Je dis bien, quelqu'un de l'opposition. Son point de vue. Un point de vue, mais qui peut... Non, moi... Même il n'a jamais eu de Félix Tshisekedi avant son avènement à la tête. Non, il y en a toujours un. Il n'y en a pas deux. Non, je dis en termes de président de la République qui fait mieux. C'est ça que j'ai dit. Ah, c'est lui qui fait mieux. Donc Voilà. c'est l'unique. Je vais prendre la liberté d'expression. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de réalisations que mon ami Kayembe a soulevées ici, je prends la liberté d'expression. Nous avons vu les gens assassinés dans ces pays, ne serait-ce que pour s'opposer au régime de son temps. Nous avons vu les journalistes. Vous connaissez les journalistes Frank Ndike. Il a été assassiné dans sa maison et sa femme. Vous connaissez dans ces pays Rossi Mukendi, qui pour réclamer seulement les élections parce que les délais étaient dépassés, ça lui a coûté sa vie. Et aujourd'hui, sa famille reste inconsolable. Vous connaissez les sorts qu'a connu l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Daniel Botetti. Vous connaissez un député qui a été tiré à bout portant au marché de Selembao. On a vu les médecins aussi être gazés. S'il vous plaît, je suis en arrivance. Nous avons vu Chebeya, qui a été dans une morgue privée, dans une maison ici à Gombe, et son chauffeur. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ces pays? Et aujourd'hui, lorsque Félix vient au pouvoir, il y a eu combien de villes mortes? Il y a eu combien de marches qui ont été désacralisées? Fayoulou lui-même fait une marche accompagnée de sa Jeep. Et lorsque les pneus ont été troués, il est même allé réclamer ces pneus à la police. Vite, on l'a restitué. Du jamais vu. Nous avons vu les FCC faire une courte marche du monde ici, aisément. Si vous me parlez des médecins, oui, bien sûr, dans chaque gestion, il ne manque pas d'imperfection. Tout comme chez Kabila. Non, mais chez Kabila, les pourcentages étaient élevés. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est vécu, visible à l'œil. Il vous a annoncé ici la problématique du budget. Papa, depuis que la RDC est RDC, 18 ans au pouvoir, les budgets qui nagent de 3 500 à 4 millions. Et Félix arrive pas même 3 ans. Nous quittons de 4 millions, 11 millions, et aujourd'hui nous sommes à 16 millions et demi. Mais et vous me parlez de l'impact sur le terrain. Quels sont ces impacts-là? Vous voyez la construction des écoles. Je vous dis, allez à la 17e rue. Et on a construit, s'il vous plaît. On a construit. Les enfants vont à l'école. On a construit, s'il vous plaît. L'éducation fait partie du social. On a construit les écoles. Construire. Je n'ai pas dit réhabiliter. Allez-y ici à Barumbu, je crois, à l'école Gama. Bien sûr, on a réhabilité les anciens bâtiments, mais également, on a construit de nouveaux bâtiments. Il y a beaucoup de réalisations que Félix Tshisekedi a fait qui ne peuvent pas faire sa comparaison avec ses prédécesseurs. Pendant 4 ans, on fait plus que ce qu'on avait fait en 18 ans, comme disent certains. Mais Félix en a fait plus que ce qu'on a fait en 18 ans. Félix en a fait... Regardez aussi aujourd'hui l'augmentation des salaires. Merci.
Un enseignant, vous touchez combien? Un enseignant touché 125 000. S'il vous plaît, Dan, je chute par là. Un enseignant, vous touchez 125 000. Aujourd'hui, l'enseignant vous touche 480 000. Bien que ce n'est pas vraiment suffisant pour certains foyers, mais quand même, il y a une augmentation. Quand vous me parlez le panier de la manégère, quelqu'un qui vous touchait 125 000 et aujourd'hui, il vous touche 480 000. Est-ce que le panier de la manégère n'a pas changé? Il nous reste 7 minutes pratiquement. S'il vous plaît. Il y a 4 invités, 7 minutes. Je donne donc à chacun 1 minute 30, s'il vous plaît, pour finir. Roman Bola, rapidement, bilan mitigé. Quels sont les aspects qui sont les plus mauvais que vous avez remarqués pendant les 4 années du président? Donc, écoutez, Dan Zang, j'aimerais quand même dire à Papi Diosso, moi, quand je fais mes analyses, j'essaie d'être de plus en plus objectif. Voilà. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts parce que je sais que c'est pas évident. Parce que lorsque nous venons des fois sur un plateau de télé, il y a un côté subjectif des fois qui s'accroche à nous, mais on doit rester de plus en plus objectif. Moi, lorsque j'ai dit que le bilan de l'actuel président est mitigé, c'est pas une injure en fait. Je n'ai pas dit ça, non? Même, parce que vous avez fait comparaison à quelqu'un qui l'aurait jeté, je sais pas moi, des babouches et tout, puis on l'avait, je sais pas moi, tiré ou comment, mais je sais pas trop. Je parlais de son bilan mitigé, qui n'est pas une insulte à mon humble avis. Je fais une comparaison avec les régimes passés. Ah voilà. Le fait seulement de dire mitigé. Non, c'est ça le mal avec. C'est ça ce que je dis. Mais c'est un mot positif, non? C'est ça le mal avec vous, chers papillons, les gens du pouvoir. Oh. Donc, travaillez pour le bien-être de la République ou des peuples congolais. Ne travaillez pas en fonction du régime passé. Ne comparez pas les 18 ans passés de Kabila avec avec vos 4 années ou 5 années à venir, je peux dire. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait déjà 4 ans. Quand nous parlons de son bilan, nous ne pouvons pas nous accrocher à ce que Kabila... Ce n'est pas les temps de Kabila, c'est les temps de Félix Antoine Tshisekedi. Le président doit travailler. Nous devons avoir des analyses constructives dans le sens d'aider le chef de l'État à faire mieux. Ne soyez pas là en passant sur le champ de télé pour juste applaudir, inventer des chiffres, inventer des choses qui n'existent pas. Merci. Bon, bah oui, sur le plan par exemple de la liberté d'expression, on sent que justement il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il y a encore mieux à faire. Sinon, moi je peux que souhaiter bonne chance au chef de l'État. Je ne suis pas son ennemi, je ne suis pas contre le pouvoir en place. Voilà. 1 minute 30, s'il vous plaît. J'articule le tout en 5 domaines les plus sensibles de la vie politique, c'est-à-dire les 5 domaines de souveraineté nationale. L'intérieur, l'extérieur, la défense nationale, la justice et les finances. Je crois que de tous les 5 domaines, de l'extérieur, entendez la diplomatie, on n'a pas réussi à se faire valoir. De l'intérieur, parce qu'on n'a pas eu jusque-là des soutiens concrets pour ne serait-ce que nous amener à casser ceux qui occupent notre territoire. Lui-même, le président de la République l'a dit. Ils vous disent autre chose, mais sur le terrain, vous ne voyez rien. Je prends les propos du chef à témoin. Donc, je ne tombe pas dans les sentiments. Deuxièmement, la sécurité interne. Nous sommes en insécurité de partout à travers la République. Prenons les grandes villes. Le phénomène Koulouna qui insécurise tout le monde. Kinshasa, Lubumbashi, ainsi de suite. C'est devenu pire. Donc, deuxième point. Troisième point, nos finances. Je pense que c'est une réussite du fait que nous sommes partis d'un bilan moindre, d'un budget moindre, jusqu'à un bilan. C'est bien qu'il y a des choses quant à la redistribution, mais en tout cas, bravo, parce que c'est déjà un gros. Maintenant, dans le domaine de la défense nationale, nous avons jusque-là, il n'y a pas de résultat, parce que déjà, une partie ne nous appartient plus, parce que l'État congolais ne sait pas s'exercer là-bas. Pour finir. Et je pense que j'encourage qu'il fasse encore mieux. Il n'est pas encore trop tard de récupérer là où il y a encore des trous et pour faire mieux. Merci beaucoup. Mais là, il y a des trous, il y a des trous aussi de promesses, c'est ça le problème. Il y a trop de promesses qui ne sont pas réalisées. Merci d'abord pour l'invitation. Je pense que nous sommes mieux préparés pour que nous puissions répondre à la bêtise de Kigali. On ne doit pas se laisser faire. Et nous demandons à notre peuple d'être toujours éveillé parce qu'il s'agit de la nation. Pour ce qui est des bilans de Tshisekedi, en tout cas, il est au moins à 75%. Et nous croyons certainement qu'il doit continuer encore à travailler parce que nous avons encore le temps. L'année n'est pas encore finie. Et lorsque nous allons aller aux élections, le peuple congolais doit lui renouveler encore la confiance parce que cet homme, comme je l'ai toujours dit, entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Et nous croyons certainement qu'il fera mieux encore. Merci beaucoup. Dans 75%, la RDC est devenue déjà l'Allemagne d'Afrique, je vois. Roman Bola, Papi Diosso, 1 minute 30, rapidement. Je suis très content de voir Orlan et Henri. Orman et Henri
dire ce qu'ils ont dit là, mais pour finir, ils ont dit quand même bravo à quelques points. Mais Henri devait être sincère envers lui-même pour dire que tous les 5 points que vous avez cités, nous avons réussi. Moi, je lance mon message à toute la population congolaise. Aimons Fachi parce qu'il est notre sang. Aimons Fachi parce qu'il est notre frère. Il fait mieux. Tout. Nous devons les soutenir parce qu'il est notre frère. Juste parce qu'il est notre frère. S'il vous plaît. C'est tout. Mais vous savez que les impérialistes n'aiment pas les nationalistes. Vous le savez bien, mon cher ami. On voit les seulement parce que mais c'est ça, tous les efforts que Félix est en train de mener pour que la paix règne à l'est de notre pays et sur toute l'étendue du territoire national. Mais les impérialistes ne vont pas aimer ça. C'est comme ça que nous devons soutenir Félix parce qu'il est notre sang. Nous devons soutenir Félix parce qu'il est notre frère. Congolais des pères et des mères. Pas parce qu'il est meilleur. Je chute. Pas parce qu'il est meilleur. Et aussi il est meilleur. Et aussi il est meilleur. Non, pas meilleur. Et aussi il est meilleur. Nous, en Alliance des démocrates chrétiens du Congo, nous disons, parce que les élections sont là, en 2023, il n'y a que Fachi ou personne. Voilà. Fachi ou personne, l'Union sacrée se lance déjà dans... Voilà, dans la course, hein, je dirais ça. Fachi ou personne 2023, on dira quoi? Merci beaucoup. Merci Papi, merci Félix, merci Oman, merci Henri. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie de nous avoir accompagnés. On se retrouve demain pour clôturer notre semaine en beauté. Portez-vous bien. Excellente fin de semaine.